Avant de commencer la vidéo, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour avoir toutes les actualités concernant la chaîne. Allez, bon visionnage. Salut l'équipe, c'est l'Obaliste. Aujourd'hui, petite vidéo un peu fourre-tout dans laquelle je vais parler du coup des typhons au Japon. Ensuite, bien évidemment, du match historique du Japon face à l'Écosse qui met le Japon en quart de finale, donc c'est quand même quelque chose de fantastique. Et à la fin, j'ai quelques petites choses à vous dire. Donc tout d'abord, les typhons. On a beaucoup râlé la semaine dernière parce que France-Angleterre avait été annulée. D'autres matchs aussi ont été annulés. Mais voilà, je voulais quand même rappeler d'abord que les typhons, c'est quand même une catastrophe naturelle d'une rare violence. Et faut pas oublier qu'au Japon, il y a eu quand même plus d'une trentaine de morts, je crois. Je sais pas si j'ai la stature pour faire un hommage à ces victimes, mais je pense que c'est important de le rappeler, que c'est une réalité et que voilà, nous on se plaint parce qu'on n'a pas de match, mais que là-bas il y a quand même eu des morts. Voilà, c'était juste un petit rappel comme ça. Alors bien sûr, même si les typhons sont quelque chose de dangereux et qu'il faut pas prendre ça à la légère, c'est sûr que l'organisation de World Rugby par rapport à cette Coupe du Monde reste questionnable. Pourquoi est-ce qu'on va faire une Coupe du Monde au Japon en pleine période des typhons? Ça, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. On se moque beaucoup des championnats du monde d'athlétisme et de la prochaine Coupe du Monde de football qui sont au Qatar, mais le rugby par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde au Japon, vu les dangers climatiques, ouais, on n'a pas trop à se la péter. Ça fait quand même 4 ans que cette Coupe du Monde s'organise au Japon, et on a entendu parler des typhons à peine un mois avant le début de la compétition. Et je pense que c'est pareil, les équipes, d'accord, elles ont signé une charte disant qu'elles s'engageaient à respecter les conditions posées par World Rugby, et le règlement aussi qui disait que si un match est annulé, c'est match nul, etc. Elles ont accepté les conditions, mais je pense qu'elles n'étaient pas autant au courant des possibilités d'un typhon, et surtout World Rugby avait assuré qu'elle prendrait toutes les dispositions nécessaires pour que les matchs puissent se jouer. Et au final, ça n'a pas trop été le cas. Il n'y a que pour Écosse-Japon qu'on a attendu un petit peu, sinon il n'y avait quand même aucun stade de secours qui serait couvert et qui serait sinon plus à l'abri dans les terres pour éviter d'être exposé. Ça aurait peut-être pu être possible de délocaliser les matchs dans un pays de secours au cas où, je sais pas, je pose des questions comme ça, mais pendant 4 ans, on organise un truc et on n'est pas capable d'avoir un stade safe le jour J en cas de typhon. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même eu une partie de l'île qui n'a pas été touchée par les typhons, et les mecs, ils auraient quand même pu prendre la décision de faire jouer certains matchs dans cette partie de l'île-là. Les mecs auraient quand même pu prendre la décision de faire jouer certains matchs dans les parties du Japon qui ne sont pas touchées par le typhon. Je trouve ça assez irrespectueux pour tout le nombre de supporters qui viennent de faire des milliers de kilomètres, qui ont dépensé sûrement plusieurs milliers d'euros, et qui au final se retrouvent à ne pas pouvoir d'une aller au stade, et de deux ne même pas pouvoir voir le match pour lequel ils étaient censés venir. Ça veut dire que les gars peuvent même pas profiter de l'ambiance dans les fan zones. Du coup bah voilà, ils l'ont dans le 1, et je trouve ça vraiment irrespectueux. Il y a eu aussi un coup de gueule de Paris C. Alors je rappelle le contexte. Le match du coup Nouvelle-Zélande-Italie a été annulé, mais en fait le problème c'est que l'Italie, comptablement parlant, elle avait les moyens de se qualifier en quart de finale si elle battait les All Blacks. Alors bien sûr, il y avait 99% de chances pour qu'ils se prennent une branlée face aux All Blacks. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a beaucoup rétorqué sur les réseaux sociaux face au coup de gueule de Paris C. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment où l'équipe d'Italie s'est sortie les doigts du cul pour pouvoir être à la Coupe du Monde, s'est sorti les doigts pour pouvoir être dans la position de possiblement qualifier, et ben ce match, il doit se jouer selon l'équité sportive. Je vois pas pourquoi est-ce que ce match n'aurait pas pu être joué. Parce que oui, bien sûr que les Italiens sont beaucoup plus faibles que les Néo-Zélandais, mais ce match, pour moi, avait le droit de se jouer. Les mecs, ils s'entraînent à fond pour ça. Il y avait plusieurs joueurs qui allaient raccrocher les crampons. A priori, Paris C n'est pas dans ce cas-là. Il a dit qu'il ne raccrocherait pas encore les crampons avec la Squadra Azzurra, donc tant mieux pour lui. Si on part du principe que la Nouvelle-Zélande aurait mis une peignée aux Italiens, dans ce cas-là, on a qu'à leur donner la coupe directement, et puis tout le monde rentre chez soi, parce que sinon, il n'y a pas de sport en fait, il n'y a pas de challenge. Les Italiens se faisaient un plaisir de jouer ce match, on leur a enlevé ce droit, et maintenant ils rentrent à la maison. Je trouve ça un peu triste pour eux. Et du coup, moi je suis vraiment d'accord avec Sergio Parisse, c'est que si jamais ça avait été une grosse nation qui avait besoin de ces points-là pour se qualifier, le match il aurait été déplacé. Si ça avait été l'inverse, ça avait été les All Blacks qui avaient besoin de ce match-là pour se qualifier, le match aurait été déplacé à tous les coups. Parce que les fédérations, elles n'ont pas le même poids au sein de World Rugby, et ça c'est quand même assez dommage. Si le rugby veut vraiment être un sport professionnel et arrêter d'avoir cette image de sport amateur dans lequel il y a toujours un peu de magouille, moi je pense qu'il faut qu'on respecte l'équité sportive, et surtout qu'on ait une organisation et des plans de secours qui soient crédibles. Bon, après cette entrée en matière, on va du coup passer au gros match de ce dimanche matin, du coup qui était Japon-Écosse, un match qui était capital pour la qualification, pour les deux équipes, parce que le Japon devait gagner, et ensuite l'Écosse, elle, devait gagner par plus de 7 points face au Japon, pour ne pas lui laisser de bonus. Du coup, l'Écosse a perdu finalement 28-21, et elle n'est pas qualifiée pour les quarts de finale. C'est dommage pour les Écossais, mais je pense que cette année, c'était vraiment pas leur année. Personnellement, je les ai jamais vus aussi forts que lors de la Coupe du Monde de 2015, et voilà, du coup, c'est dommage pour eux, mais clairement, les Japonais ont mérité cette place. Ça a été vraiment un très très beau match, avec beaucoup de rythme,
beaucoup de mouvements. En plus, même si les Écossais se sont rapidement fait prendre à la gorge par les Japonais, ils ont réussi à inverser la tendance en fin de match, il y a eu beaucoup de suspense, c'était franchement formidable à voir. Je suis un peu dégoûté, d'autant plus que je trouve que l'Irlande est vraiment chiante à voir, tout simplement. Ça me fait chier de les voir en quart de finale, parce que depuis que Sexton est un petit peu sur une patte, qu'il n'y a plus des joueurs qui apportent du liant comme O'Driscoll, et ben les lignes arrière n'ont aucun ballon. Ou alors quand elles ont un ballon, c'est juste du rentre-dedans, ou alors on va taper au pied, mais il n'y a pas de création dans cette équipe d'Irlande, et franchement on se fait chier en les regardant. Alors oui, ils ont une organisation rugbystique qui est impressionnante, tout est millimétré, les mecs ils enchaînent les efforts sur tout le long du match, mais ça correspond pas du tout au rugby que les gens aiment voir, et honnêtement j'espère que ça va s'arrêter pour eux en quart de finale, parce que c'est pas l'image du rugby que j'ai envie de voir plus loin dans la compétition. Pour revenir au Japon, je l'ai déjà dit dans la vidéo débrief du match Japon-Irlande, pour moi le rugby que pratiquent les Brave Blossoms, c'est l'équipe du Japon, c'est vraiment l'essence même de ce sport. On a de la rapidité, on a des passes, on a de la puissance, avec de l'audace et de la précision, c'est formidable à voir se mettre en œuvre, et un vrai régal pour les yeux. Je suis heureux pour eux, en plus ça fait vraiment une très belle vitrine pour le rugby dans cette partie-là du globe, parce que le rugby est quand même assez peu développé en Asie, et franchement le Japon montre qu'ils ont une place parmi les grands maintenant. Du coup ils ont gagné leur billet pour les quarts de finale face à l'Afrique du Sud, et ça va être un match très intéressant puisque je pense que les Sud-Africains vont chercher leur revanche par rapport à 2015. Donc voilà, un match formidable. En plus les Japonais ont un public, on sent derrière qu'il y a un public qui est quand même assez présent et qui a une belle ferveur, qui est très respectueux. Franchement c'est juste tout ce qu'on aime dans le rugby. Côté écossais, il y a un petit peu d'essoufflement. J'en avais déjà parlé lors de la dernière vidéo sur Écosse-Irlande. Je trouve qu'au niveau des centres, il y a quelque chose qui passe pas, il n'y a pas beaucoup de liants. Je trouve que Finn Russell est un peu seul en attaque à chaque fois. Pareil pour Stuart Hogg, il a un petit peu du mal à trouver les espaces et à trouver ses partenaires, j'ai l'impression. Par contre, devant, il y a des satisfactions. Je trouve que la deuxième ligne est plutôt active. On connaît maintenant Johnny Gray et son grand talent, mais surtout je trouve que la troisième ligne, sans Watson et sans Barclay, a montré pas mal de satisfaction. Je trouve que Bradbury, Thompson et Ritchie, il y a beaucoup d'activité, beaucoup de prises de balles, ça joue bien au rugby. Du coup j'attends de pied ferme les Écossais pour le tournoi destination, et j'espère qu'ils vont nous gratifier d'un très beau tournoi, parce qu'ils le méritent je pense, et que c'est toujours une grande nation du rugby, l'Écosse. Côté bleu, nous on va affronter le Pays de Galles, je pense que c'est une très bonne chose pour nous, parce que ces dernières années, on a quand même fait des scores très serrés face au Pays de Galles, ils nous ont jamais vraiment surclassés, et souvent ils se sont vraiment nourris de nos erreurs pour gagner le match. On va pas reparler du tournoi de cette année, ça me ferait trop mal, mais ouais, je trouve que le Pays de Galles apporte un petit peu moins de garantie que ce que je pensais, et surtout ils ont pas mal de blessés, pas mal de casses. Je pense notamment à Dan Biggar. Pour rappel, Biggar il a quand même fait 2 commotions en 10 jours, une face à l'Australie et une face aux Fidji, une très impressionnante face aux Fidji, sauf qu'a priori, d'après ce que laisserait entendre Warren Gatland, le sélectionneur gallois, dans la presse il dirait que Dan Biggar se sent très bien, qu'il sera sur pied dans quelques jours et qu'il sera disponible pour le quart de finale. Alors non, c'est pas possible de faire jouer un joueur commotionné. Déjà, le faire jouer commotionné une semaine après une commotion, c'est déjà très limite, mais alors après 2 commotions 10 jours plus tard, c'est pas du tout possible de faire ça. Ça va complètement à l'opposé de ce que World Rugby essaie de mettre en place depuis quelques années. Ça va à l'opposé de la prise de conscience que le rugby doit avoir. Faut pas déconner avec les commotions, sérieusement. Même si c'est une Coupe du Monde, ça vaut pas un cerveau une Coupe du Monde, je suis désolé. J'espère que le staff médical et technique aura l'intelligence de ne pas l'aligner lors du match face à la France. Pour l'instant, j'ai vraiment l'espoir que ce soit juste de l'intox pour brouiller les pistes sur la possible compo du Pays de Galles. Mais voilà, honnêtement, Biggar, faut pas qu'il joue. En plus, Patchell est quand même un très bon ouvreur à sa place, donc je pense que le Pays de Galles peut largement se passer de Biggar. Enfin, largement, je sais pas, mais elle peut se passer de lui quand même. Donc bref, je suis content qu'on affronte les Gallois. Ils ont eu des matchs très très durs en poule. Nous, on va avoir 15 jours de récupération avant le match. C'est un peu déséquilibré, mais ça tourne à notre avantage, donc on va pas se plaindre pour l'instant. Avant de passer à la suite de la vidéo, j'ai aussi eu des questions par rapport à Thomas Ramos, qui est sorti blessé lors du match face aux USA, et qui ensuite a été renvoyé du coup du groupe qui est au Japon, parce qu'il était indisponible pendant 10 jours, et ce qui ne rentrait pas du coup dans les plans des sélectionneurs. Sauf qu'au final, il a joué ce week-end à Toulouse après quelque chose comme 9 jours de repos, et du coup ça a posé pas mal la question sur est-ce qu'il a été évincé du groupe purement par rapport à sa blessure, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons comme quoi il serait pas assez performant, ou si le staff a voulu virer quoi, tout simplement. Honnêtement, moi je voulais bien croire à la version officielle qui était que l'équipe de France avait encore 2 matchs à jouer et qu'elle pouvait pas faire autrement que virer Ramos pour avoir un arrière frais, parce que 2 matchs c'est quand même pas anodin. Médard il allait pas les faire tous les 2, mais le fait que Ramos pleure à la fin du match contre Castres, je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu plus ancré que ça, un peu plus profond. J'espère honnêtement que c'est juste les nerfs pour Ramos et que le groupe vit bien, parce qu'à mon avis l'équipe de France elle a autre chose à faire en ce moment que de se déchirer au sein du groupe. On va passer à la fin de la vidéo. Alors je voulais d'abord présenter une chaîne qui s'appelle Rugby Performance. C'est une chaîne de rugby qui est axée sur la préparation physique et technique, et du coup elle est animée par un préparateur physique, et honnêtement je la conseille à tous les joueurs de rugby qui regardent ma chaîne. Franchement allez voir ces vidéos et n'hésitez pas à aller vous abonner. Et enfin pour conclure, je voulais d'abord
d'abord vous remercier de la participation de plus en plus active dans les commentaires. C'est de plus en plus intéressant de lire vos réactions et de lire vos avis. En plus, je pense que je vais pas mal utiliser aussi les posts YouTube dans lesquels je peux faire des petits sondages, des petits débats, des petites annonces. Vous avez été assez réactifs là-dessus. Du coup, je pense plus l'utiliser à l'avenir. Du coup, j'aimerais faire un live pour discuter de pas mal de sujets rubistiques avec vous. Alors du coup, non, pour le live, je me suis planté, puisqu'en fait, la France ne joue pas samedi matin, mais bien dimanche matin. Donc voilà, le live sera plutôt, a priori, du coup, samedi soir, je pense. C'est là que j'aurai le plus de temps pour m'y consacrer. Je vous redis ça très rapidement dans la semaine. Dites-moi en commentaire si vous seriez intéressé, vous, par un live de ce type. Et du coup, par le biais d'un post YouTube, je vous communiquerai le programme de la séance pour qu'on puisse vraiment discuter pleinement avec des arguments, tout ça. Je sais pas encore comment faire de live sur YouTube, j'en ai jamais fait une fois avec Looking for Rugby, mais c'était pas un live YouTube, on est passé par un autre système, je crois qu'il n'existe plus d'après ce qu'il m'a dit. Donc je vais voir comment on fait, ça doit pas être très sorcier, et je vous tiens au courant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner si ça vous a plu. Et dites-moi en commentaire quels sont les 3 joueurs qui vous ont le plus marqué durant la phase de poule. Et du coup pour le live, je sélectionnerai les commentaires qui m'ont le plus plu. Bref, c'était l'Ovaliste pour vous servir, faites gaffe au typhon et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.